et bonjour à tous. Merci pour les trois présentations parce que je trouve qu'elles illustrent bien la diversité à la fois disciplinaire, d'objets de recherche et méthodologique en fait dans le champ de l'alimentation, qui est du coup quand même assez vaste. Et du coup, j'étais un peu embêté parce que je me demandais de témoigner, mais je ne savais pas trop comment aborder le témoignage. Du coup, j'ai fait un petit schéma, et je vais le partager avec vous. Certains savent que j'aime bien faire des petits schémas. Et donc, l'objectif de ce schéma, c'est à la fois de faire une petite cartographie rapide permettant d'identifier, de mon point de vue, donc forcément très subjectif, d'identifier un peu les grands domaines sur lesquels on a travaillé dans ce champ de l'alimentation, sans remonter à trop loin quand même, et d'essayer d'identifier à chaque fois quelques éléments qui me semblent être les éléments importants des débats actuels et des choses à prolonger. Alors, je vais repartir du sujet de l'évaluation des politiques publiques, puisqu'au fond, les deux interventions, la première et la troisième, portent sur ce sujet-là. Et au fond, il y a beaucoup de travaux qui, dans ce champ de l'alimentation, relèvent de cette évaluation des politiques publiques. Alors, soit en population générale, soit sur des populations ciblées, typiquement des transferts monétaires, par exemple, sur des catégories défavorisées, etc. Les outils qui sont, les instruments qui sont abordés, on en a vu déjà plusieurs ce matin, là. Donc les politiques fiscales via les taxes nutritionnelles, les subventions de consommation de certaines catégories, les politiques d'information, donc la campagne d'information, la diffusion de recommandations nutritionnelles, et puis les problématiques d'étiquetage, on a vu ça avec Laurent. Et puis un troisième instrument, dont on n'a pas parlé, mais qui est important, en tout cas pour les gens qui travaillent du côté de l'offre, c'est toute la problématique de la régulation des qualités des produits. Et donc, par exemple, la réduction des teneurs en sel du pain ou la réduction des matières grasses de tel ou tel produit. Donc, le jeu par les caractéristiques des produits. Et en fait, ces différentes politiques, ces différents instruments, ils jouent des deux côtés. Ils jouent d'une part sur les pratiques et les comportements alimentaires, c'est ce qu'on a vu à travers les deux exemples. Et donc, une partie de nos travaux ont consisté à essayer de mesurer l'impact de ces politiques, de ces instruments, sur les pratiques et les comportements alimentaires. Mais ces instruments jouent aussi potentiellement sur les offreurs, les entreprises. Typiquement, Céline l'a évoqué, les taxes nutritionnelles peuvent avoir un effet sur les stratégies des entreprises, d'une part en prix, donc en termes de tarification, de prix, mais aussi en termes de caractéristiques des produits. De la même manière, l'étiquetage peut jouer sur les comportements des consommateurs, sur leurs arbitrages en termes de choix des produits, mais peut jouer aussi sur les choix des entreprises, à la fois en prix, mais aussi en caractéristiques des produits. Et on voit bien qu'on a des exemples aujourd'hui de réduction des teneurs en sucre ou en sel associés à la mise en place du Nutri-Score par les entreprises. Et on voit bien que du coup, l'enjeu majeur autour de toute cette thématique-là, c'est d'arriver à tenir ensemble les effets sur la consommation et les effets sur l'offre. Au fond, le bilan qu'on a à faire de ces instruments de politique publique, c'est en intégrant les effets joints sur l'offre et sur la demande. Et donc c'est ça, je crois, le grand projet qu'on a autour de ces thématiques-là, c'est d'arriver à progresser, et on y arrive, mais il y a encore un peu de chemin à faire, pour arriver à intégrer les effets sur l'offre et sur la demande de ces instruments de politique. Alors sur quoi ils jouent ces instruments? Ils jouent in fine sur donc, les caractéristiques des produits, sur les prix et sur les quantités. Mais si on veut aller jusqu'au bout en termes d'évaluation, il faut aller un petit peu plus loin. Et en fait, il faut arriver à mesurer les impacts de ces variations-là sur les incidences en termes de pathologie, donc incidences en termes de maladies chroniques, la mortalité, la morbidité, et puis les impacts en termes d'inégalité sociale, d'inégalité de santé, et donc toutes les problématiques d'hétérogénéité des impacts de ces politiques. Et donc là, c'est des travaux aussi qu'on a menés au sein du département, et avec, là, pour le coup, en lien aussi avec les épidémiologistes, pour essayer de faire du couplage de modèles entre des modèles économiques et des modèles épidémiologiques permettant de faire ce fil jusqu'à l'évaluation des impacts de santé, morbidité et mortalité, pour pouvoir avoir une évaluation la plus complète possible. Ce que je viens de dire là, en prenant l'exemple nutritionnel, je peux le dire, et Céline l'a abordé déjà, en termes environnementaux. Au fond, au cours des 5-7 dernières années, beaucoup de choses ont été faites pour rajouter la dimension nutritionnelle, la dimension environnementale, et en particulier la question climatique, pour voir dans quelle mesure, finalement, des leviers ou des politiques publiques tirées par la problématique climatique pouvaient aussi s'inscrire dans cette problématique-là. Et avec, du coup, l'enjeu derrière de savoir quelles sont les convergences ou les divergences entre les différentes politiques
qu'elles soient environnementales et nutritionnelles, et donc toute la problématique de la compatibilité ou de la divergence entre ces outils. Donc ça, c'est le premier champ, très connecté aux politiques publiques et très connecté même aux décideurs publics, parce qu'avec l'exemple du Nutri-Score, on voit bien qu'il y a eu des interactions directes en fait, avec les politiques publiques. Donc ça, c'est ce qui relève de l'évaluation et de l'analyse du design des instruments. Mais au fond, ce qu'on fait dans le champ de l'alimentation est aussi plus large que ça. Et donc, qui relève toute une série de travaux, au fond, qui visent à mieux comprendre les déterminants des stratégies des acteurs, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande, et l'élaboration des politiques publiques. J'en donnerai juste quelques exemples. Au fond, du côté c'est tous les travaux qui, du coup, visent à mieux comprendre les déterminants des pratiques et des comportements alimentaires, avec à la fois, pour le coup, là, ici, à la fois de l'économie et de la sociologie, pour venir essayer d'expliquer les mécanismes et les éléments de transformation. Je donne juste quelques exemples là, sans être bien évidemment exhaustif, mais il y a Laurent l'a un peu évoqué, tout le développement progressif de l'économie comportementale, où là l'enjeu c'est comprendre comment au niveau des individus se mettent en place des biais de comportement, comment les biais de comportement, les biais cognitifs, les arbitrages intertemporels au niveau des individus jouent sur les arbitrages, les choix alimentaires, avec l'issue des nudges, par exemple, qui ont été évoqués. Un autre sujet qui me paraît important, c'est toute la problématique de l'économie ou de la sociologie du ménage et des pratiques domestiques. Alors il y aura une thèse, je crois, qui va se rapporter à ce sujet-là tout à l'heure, mais avec un sujet important du point de vue ici, qui est l'usage du temps au sein du ménage, qui a des conséquences importantes sur les choix alimentaires, en particulier en matière d'arbitrage entre produits bruts et produits transformés, produits prêts à consommer. Ce qui est un enjeu majeur aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années, mais qui est un enjeu majeur en termes de dynamique de la consommation, et qui est un point qui est important dans cet aspect-là. Toute la problématique des différenciations sociales en matière d'alimentation, donc là il y a tout ce que font les sociologues du département, avec la question de la réception différenciée des normes alimentaires, des normes nutritionnelles selon les catégories, qui sont aussi des éléments permettant de comprendre ces dynamiques de comportement alimentaire. Une dimension importante aussi, qui se développe dans le département et qu'il faut probablement renforcer, c'est toute la question des parcours de vie. Et au fond, qu'est-ce qui fait qu'on change de comportement et à quel moment? Et donc, le passage à la retraite, ou l'arrivée à l'EHPAD, à un moment donné, et avant, quand on est... Enfin, voilà. Bon, il y a tous ces éléments de parcours de vie, ou le passage, une période de chômage, enfin, tous ces éléments-là du parcours de vie qui sont des éléments importants, qui potentiellement jouent sur les comportements alimentaires, et qui donc doivent être pris en compte et analysés dans nos histoires. Et un point sur lequel moi j'insiste un petit peu, c'est toute la problématique du changement des préférences. Au fond, on voit bien, enfin, on a tendance à penser, qu'au fond, face aux enjeux auxquels on est confronté, on ne pourra pas s'en sortir sans des évolutions de comportement alimentaire. Et du coup, la question qui se pose, c'est derrière ça, quels changements de préférence peuvent être réalisés, sous quelles conditions, pour faire qu'un jour, on préfère manger un peu plus de brocoli et un peu moins de chips. Voilà. Donc ça, c'est des enjeux importants du point de vue de la compréhension des comportements. Et puis du côté de l'offre, on a aussi toute une série de travaux qui visent à comprendre ou à mieux comprendre les stratégies d'offre. Alors, on a parlé de la reformulation. Au fond, qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va ou non reformuler ses produits et réduire les teneurs en sucre ou en gras? Et donc, derrière, les choix de qualité, les choix d'innovation, qui sont des éléments déterminants, là, pour le coup, des stratégies d'offre. Je crois qu'il y aura une... Oh là là, voilà. Donc, il y aura une thèse un petit peu sur la question des qualités dans 1 minute et demie. Les aspects aussi de ce qu'a présenté... ce qui était présenté côté sociologique, avec le développement de ce qu'on appelait une sociologie de l'offre et de l'offre industrielle. Et donc là, c'est ces éléments qui sont utiles aussi pour comprendre à travers ce que tu appelles, enfin moi ce que j'appelle les stratégies d'influence, là pour le coup, mais aussi du coup la différenciation selon les firmes des choix techniques. Et puis la question du numérique, etc., Laurent en a un peu parlé, et on va voir dans une des thèses comment la question du numérique et la commande sur Internet au niveau de la grande distribution peut aussi avoir des effets. Et je finirai juste dans 30 secondes pour dire que le troisième paquet de travaux qu'on a développé et qui me semble aussi important à renforcer, c'est du coup comment se construisent les politiques publiques dans ce champ de l'alimentation.
On a maintenant plusieurs exemples de travaux qui permettent d'éclairer les choses. Je pense à travail sur la taxe soda de 2012, dont on voit bien que son design et sa mise en place, et la façon dont elle a été conçue, résultent de rapports de force et résultent d'interactions entre les acteurs qui ont été déterminants dans sa mise en œuvre. On pourrait parler des chartes de progrès nutritionnel, on pourra parler un jour de l'étiquetage environnemental et de comment il résulte aussi de jeux d'acteurs et de confrontations de rapports de force. Je finirai juste par le dernier point qui est... j'ai plutôt pris au départ un angle santé et nutrition, mais je crois qu'il se passe des choses majeures du champ de l'alimentation, qui est deux choses. D'une part, l'introduction de la question environnementale dans la politique alimentaire, qui est portée vivement par les chercheurs et par les réflexions, qui n'est pas forcément encore intégrée dans la conception des politiques alimentaires. On discute souvent avec Hervé et Cécile sur, au fond, la question d'articulation entre la politique agricole et la politique alimentaire, et poser la question de l'environnement à travers la politique alimentaire. Valentin posait une question hier sur, au fond, les leviers d'action au niveau des pratiques agricoles pour réduire l'impact climatique versus la modification des quantités consommées. Et donc cette articulation-là, elle est majeure pour le futur, et donc elle est vraiment à l'interface des domaines et des politiques publiques. Je ne développerai pas de territoire, mais on voit bien que du point de vue des politiques publiques, il y a un vrai enjeu autour de la question territoriale, à travers les politiques alimentaires, les territoires d'innovation, etc. La question de l'intégration du territoire dans la politique alimentaire, c'est aussi un sujet, je pense, sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Alors, il y a déjà des travaux sur l'alimentation locale, etc. Mais de quelle mesure c'est susceptible de refonder de manière profonde la logique du système alimentaire, ça me semble être aussi un point important. Voilà.